Bonjour. Cette semaine, dans le cadre de rencontres d'auteurs de théâtre fêlé et signé Laval, je rencontre l'autrice Pascale Raffi. La recette de baklawa. Euh, la scène, la scène C. On est en 1981 et c'est la préparation de la farce au robot culinaire. Sur la rue Poirier, ville Saint-Laurent, cuisine. Rita et Nadia ensemble. Elles imitent leur belle-mère, c'est devenu un numéro comique bien chorégraphié. Les baklawas, c'est un art, mes filles. Et avec moi, vous apprendrez la recette la meilleure de tout Montréal, Tripoli et Beyrouth réunis. Vous ne viendrez pas faire honte à votre tante devant le nouveau consul. Compris? Yalla, yalla. Mais qu'est-ce que vous attendez? Sortez les plats, les ustensiles. Le mortier? Le pilon? Mais non, le robot culinaire. Nadia et Rita, toutes joyeuses, se jettent sur le robot et se préparent un tout petit numéro. Démonstration de robot culinaire pimenté de pulsations, vroom vroom, au moment approprié. Imitation de publicité. Pour la farce de vos baklawas, mesdames, pour une farce aux pistaches, aux amandes, aux cashews, aux walnut, hazelnut, comme vous voulez. Pour une farce qui fera tourner les têtes, onctueuse, somptueuse, savoureuse. Soyez à la mode, mesdames, et adoptez directement de Tripoli, Beyrouth, Montréal, le Rita Nadia, le Nadia Rita, le robot culinaire qui transformera votre vie. Les amandes, vroom. Les pistaches, vroom. Le sucre, vroom vroom. Le miel, vroom vroom vroom. Et l'eau de fleurs d'oranger, ma azhar, vroom. La pâte philo. Oh, la pâte philo. Très fragile, la pâte philo. À manipuler avec beaucoup de soin, mes filles. Ça ne se trouve pas n'importe où. Ça coûte les yeux de la tête. Ça se dessèche en un clin d'œil. Pas de gaspillage. Et si elle se déchire, c'est vous qui la roulez. Compris? Oui, tante. Donc, moi, je suis née ici. Je suis née à la ville de Québec d'un papa libanais, un jeune étudiant qui est arrivé en 1958 pour étudier à l'École des sciences sociales à Québec et qui a rencontré une jeune finissante de l'École des beaux-arts de Québec. Et je suis le fruit de cette union, de cette rencontre-là. Alors, chez moi, on parlait français. Évidemment, ma maman parlait français, mon papa parlait français. Et chez moi, on entendait un peu parler l'arabe, bien sûr, quand il s'agissait de manger. Et aussi, en fait, chez ma tante, on parlait plus arabe. Et quand mon père parlait au téléphone avec ma tante, tous les samedis matins, eh bien, je l'entendais parler en arabe. C'était plus là que ça allait se passer la langue arabe. Et de toute façon, il faut dire que mon père était plutôt un francophone aussi, étant donné que chez lui, on parlait français, tout le monde parlait français. Surtout à partir du moment où on allait à l'école, parce que à l'école, ils allaient dans les écoles françaises, à l'école des frères des écoles chrétiennes, c'était ça le nom de l'école. Et puis, et sinon, ben, l'arabe, c'était à la maison, ça se parlait à la maison, mais ça se parlait à la cuisine, ça se parlait, c'était la langue de la servante, en fait, à l'époque. Et donc, le français, mon père est un grand francophile, c'est ça. Alors, voilà. Ça c'est alors, donc, je suis née ici, de cette union mixte, finalement. Le parcours que moi, j'ai suivi, parce que c'est vrai que j'aime l'école, la preuve, je suis aussi professeure. Je n'ai pas quitté l'école. Mais le parcours que moi j'ai suivi, c'est que j'ai toujours aimé le théâtre. J'en faisais quand j'étais au primaire, au secondaire, au collège, au cégep. Et puis ben, à l'université, je suis entrée en théâtre. Mais c'était aussi l'écriture qui me travaillait beaucoup. Alors, j'ai trouvé la façon de les allier, bien sûr, c'était d'écrire pour le théâtre. Et donc, j'avais écrit quand j'étais à l'université et tout ça, mais j'ai
présenté ma candidature pour être à l'École nationale de théâtre en écriture et j'ai fait une formation là-bas de 3 ans qui était extraordinaire, qui était très différente de la formation que j'avais eue à l'université, qui était, elle, peut-être plus théorique, tandis que l'autre me faisait baigner dans le milieu, dans la façon dont le théâtre fonctionnait et me donnait aussi l'occasion d'écrire tout le temps, parce qu'on était en collaboration avec les classes de comédiens aussi. Alors, c'était eux qui étaient nos premiers cobayes, mais aussi notre premier public, puis c'est eux qui nous donnaient ce cadeau-là de rendre notre parole vivante. Je me rappelle encore de la grande joie, puis comme j'étais impressionnée de voir que mon texte pouvait vivre. Et je pense que ça, c'est un des plus grands plaisirs qu'on peut avoir comme auteur, que notre texte sorte de la feuille et devienne vivant. Je pense que c'est une très longue histoire et je pense que c'est une histoire qui m'habitait depuis toujours parce que c'est comme si elle était toujours à l'intérieur de moi, mais que je ne lui faisais pas place, je ne lui faisais pas de la place pour exister. Et en fait, toute cette partie de ma famille ou enfin toute cette culture libanaise que j'ai côtoyée, que j'ai pas juste côtoyée, dans laquelle j'ai baigné quand même pendant une bonne partie de mon enfance, à un certain moment, quand j'étais à l'École nationale de théâtre, justement, je me suis rendu compte que jamais je ne l'avais vue représentée sur une scène. Concrètement, j'étais avec un copain de l'école, invité à une fête de famille à Ville-Saint-Laurent chez ma tante. Et puis, le fait d'être accompagnée d'un copain, je voyais ce monde par ses yeux à lui. Et là, je me disais, mais pourquoi ne pas raconter l'histoire de cette famille, par exemple? Pourquoi ne pas lui donner une place sur une scène québécoise, genre Les Belles-Sœurs? J'avais déjà en tête ça, parce que c'est un monde de femmes que moi je connaissais, en tout cas. Peut-être qu'il y a un monde d'hommes, bien sûr, mais moi j'avais accès au monde des femmes, au monde de la cuisine, au monde des tables garnies incroyables, bon, tout ça. C'était pas comme ça chez moi, à la maison, c'était pas comme ça. Donc j'étais toujours dans l'émerveillement et dans la gourmandise aussi, il faut le dire, là. Mais, donc, c'était donc déjà là, je dirais. Et il a fallu que je rencontre 2 comédiennes formidables avec qui je suis devenue amie. Je ne sais pas si je peux les nommer, mais en tout cas, une des 2, c'est toi. Et l'autre, c'est Sounia Bala. Et je ne sais pas, il y a eu comme une conjonction. Je me suis dit, mais c'est comédienne, je pourrais écrire cette histoire qui provient de ma famille. Et puis, c'était comme un rendez-vous. Et rappelle-toi, c'est un rendez-vous qui a pris du temps aussi à se concrétiser. C'est-à-dire, c'était un désir qui a pris du temps à devenir un texte, à devenir une pièce, mais petit à petit, on y est arrivé. Et c'était aussi parce que j'avais un destinataire qui était 2 jeunes comédiennes, que j'avais ce désir d'écrire pour vous. C'est ça aussi qui arrive au théâtre. C'est difficile d'écrire pour... En tout cas, dans notre pratique actuelle au Québec, on préfère, on se sent plus motivé, bien sûr, et attendu quand on a un destinataire. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Donc, c'est petit à petit. Alors, on s'est fait des lectures dans ma cuisine, on s'est fait des baklavas ensemble, on a fait des baklavas à 3. C'est la première chose qu'on a faite, en fait. On a fait des baklavas ensemble avec la recette de ta mère. Et c'était formidable. Et ça a été un début. On savait pas où ça allait aller, mais ça a fait son chemin, vraiment, vraiment. Et un an ou quelques mois plus tard, on a fait des extraits dans le cadre du Festival du monde arabe. Là, ça nous a montré que, OK, il y a quelque chose là, tout ça. Tu sais, ça s'est monté petit à petit. On a fait beaucoup de lectures publiques. Et finalement, la pièce a été traduite en anglais. Et c'est en anglais qu'elle a été produite, ce qui est assez étrange dans les faits, ce qui est formidable parce qu'elle a reçu un très bel accueil au Théâtre du Centaure en 2018. Mais à ce jour, la pièce n'a pas été montée au Québec alors qu'elle s'adressait, là aussi, parlons de destinataire, elle s'adressait au public québécois, francophone, qui connaît les Libanais aussi, parce que les Libanais, ils sont partout à Montréal, en tout cas, ils sont vraiment très, très présents. Et à Laval aussi, d'ailleurs! Et il manque juste d'être présent sur une scène. Après ça, on pourra dire qu'ils seront partout. Donc, ça a été ça un peu le trajet. C'est parti de là. Et d'après moi, c'est pas totalement terminé parce que
parce que je pense qu'il y a aussi justement le public québécois francophone qui aurait peut-être envie de l'entendre, mais une chose à la fois. Je suis allée au Liban 2 fois. Je suis allée au Liban quand j'avais presque 14 ans, en 74, ce qui est quelques mois à peine avant le début de la guerre du Liban, qui a, elle, duré 17 ans. 17 ans. Et j'y suis retournée 19 ans plus tard, donc 2 ans après la fin de la guerre. 2 ans et demi, 3 ans et demi après. Et quand, oh mon Dieu, mais alors quand on est allé la première fois, c'est avec mon père, avec ma famille, mes frères et sœurs, et on s'est retrouvés à Tripoli, la ville où mon père a été, est né et a été élevé, dans la même maison hein, qu'il a habité lui-même, tout près du port, en fait. Elmina, ça veut dire le port. Et on était des cousins et des cousines. On passait d'une maison à une autre. On allait à la plage tous les jours ou presque. On était enveloppés par la musique, par le chant du muezzin au minaret. On était dans une autre atmosphère complètement. On était touristes aussi. Alors, mes oncles et tantes nous amenaient visiter Byblos. En fait, ce sont des lieux antiques incroyables. On est allé à Tyr, on est allé au château de Saint-Gilles parce qu'il y a aussi des Francs qui se sont retrouvés au Liban. Là, il y a une histoire incroyable au Liban. J'ai vu des spectacles incroyable. J'ai pas vu Férouz, mais j'ai vu Sabah, qui était une autre de grande chanteuse dans un grand festival qui était un festival, le festival de Baalbek, qui se situe dans la montagne au Liban, dans un lieu qui est un autre lieu, mais romain, un temple romain. Non, c'est incroyable. Et j'ai vu aussi la première image quand on est sorti, ben, la première image, c'est que quand on sortait de l'avion et il y avait la chaleur et il y avait aussi, quand on traversait la douane, là, il y avait des hommes avec des armes, ben, des soldats, quoi. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. J'avais 13-14 ans, j'étais quand même, ah, ok, c'est bizarre, Puis après, on a roulé entre Beyrouth et Tripoli, qui est à peu près 1 heure et demie, c'est peut-être un peu plus long maintenant, à l'époque, là, je ne sais pas, sur la route. Et on traversait des villages, puis on voyait tous les petits cafés, Puis qu'est-ce qu'on voyait on voyait dans les petits cafés? Des petites gangs d'hommes, des hommes, que des hommes dans les cafés ou à l'extérieur des cafés qui jouaient au tric-trac ou backgammon, là, ou qui jouaient à ça, qui prenaient un café, qui fumaient le narguilé, puis les femmes étaient nulle part. Et la deuxième fois, je suis allée en 93. Là, j'étais toute seule. En fait, j'étais pas tout à fait toute seule, mais j'étais partie toute seule, puis j'étais allée rejoindre ma tante. Qui elle faisait ma fameuse tante, qui elle aussi faisait ce voyage au Liban. Et là, je retrouvais ma grand-mère, parce que là, en fait, tout le monde vivait dans cette maison-là. Il y avait une tante et il y avait aussi ma grand-mère. Et j'y allais parce que j'étais très attachée, ben oui, à mes origines, et je voulais connaître davantage ma grand-mère. Et mon objectif, c'était de l'interviewer, de la rencontrer, puis de la faire parler de son enfance, de sa jeunesse, de tout ça, parce elle est née en 1900, on ne sait pas exactement la date, mais il y avait quand même déjà à l'époque 93 ans de vie. Et malheureusement, j'étais arrivée comme un peu tard, parce que je devais y aller l'année précédente. Et enfin, le fait est que elle avait été malade et elle était moins présente. Et moi, comme intervieweuse, j'étais une intervieweuse un peu timide, un peu comme si je n'osais pas poser les questions, j'osais pas l'amener dans des terrains un peu... Alors, la seule vraie rencontre qu'on a eue, c'est elle s'est mise à me parler de quand elle avait 5 ans. Et puis, parce qu'ils habitaient en Turquie à l'époque, ils avaient un grand domaine, des vergers et tout ça. Et puis, se remémorer tout ça, elle dit, tu te rends compte, ça fait 90 ans ou 88 ans. Elle s'est mise à pleurer et c'est bête parce que j'ai été intimidée. Et après, j'ai difficilement osé. Et il a fallu que mes tantes et mes cousines se mettent avec moi et qu'on fasse boire un petit verre de bière à ma grand-mère pour que tout à coup, elle se mette à nous raconter ses exploits ou toutes sortes de choses.
Alors, ça, c'était la deuxième fois. Ce que j'ai pas dit, c'est que pour moi, c'était important parce que d'aller au Liban, retrouver ma grand-mère pour quelque temps, euh, parce que j'avais décidé que j'allais avoir des enfants, puis qu'avant d'avoir des enfants, je voulais voir ma grand-mère. C'était comme, peut-être aussi parce que je me disais que j'allais avoir moins le temps, concrètement, ça allait être difficile, mais je voulais comme m'imprégner de de ces lieux, de ces personnes, de cet accent, de cette langue, de tout ça. Quand j'ai écrit les baklava, ce qui est apparu, c'est pas tant la langue arabe qu'une langue, justement, qui était un mélange de français, d'arabe, avec quelques petites touches de québécois à l'occasion, éventuellement. Et c'était, au fond, c'était ça la langue que je connaissais, que j'entendais quand que j'entendais à la maison, que j'entendais chez ma tante, que j'entendais, peut-être pas à la maison, mais plus chez ma tante. Et c'est apparu comme ça, sans crier gare à la limite, là. Tu sais, j'avais ce projet d'écrire, mais bon, et c'est apparu tout à coup, j'étais dans le métro, je sortais d'une pièce de théâtre, et bang, je me suis mise à écrire sur le programme. Et ce qui est apparu, c'était une discussion au téléphone, justement. Alors, en une phrase, c'est deux femmes arrivent dans les années 60 pour marier deux frères. Deux femmes arrivent du Liban pour marier deux frères canadiens d'origine libanaise. C'est leur vie, leur adaptation et la vie, le regard aussi de leur fille sur leur réalité. Donc, on parle de quoi? Ça serait quoi les thèmes? Ça serait l'immigration, l'intégration, le rapport, le choc culturel, le choc aussi entre les valeurs, parce que aussi on est dans un tournant au Québec, ben, comme partout dans le monde, il y a une évolution au niveau des mœurs sexuelles, disons, juste pour le dire un peu crûment. Puis il y a un choc entre la façon de vivre, la façon de voir les choses au Liban et ici, et un désir de libération, bien sûr, qui va prendre toutes les femmes, tant québécoises que celles d'ailleurs aussi. Hein? Alors, c'est tout ça, entre autres choses, que ça vient toucher. C'est beaucoup autour de la vie des femmes. Alors, ben, premièrement, dans la forme de la pièce, j'ai aussi, on assiste la recette se fait. Déjà, il y a cet espace, alors au début, quand on rencontre les femmes, au début, c'est le début de la recette. On fait ensuite, c'est une autre étape. Quand on les retrouve un peu plus tard, c'est une autre étape de la recette, et ce qui fait qu'on va manger les baklawas, finalement, on va vraiment les manger à la toute fin. Hein? C'est finalement ça qui se passe. Mais c'est étendu sur 15 ans de vie, peut-être. 15 ans ou 18 ans de vie, quelque chose comme ça. À part ça, un élément caractéristique, je pense, de la pièce, c'est que c'est bâti beaucoup sur des monologues. Des monologues qui sont faits au téléphone. Je vous ai parlé de mon père au téléphone. Je pense qu'il y a un lien avec ça aussi. Mais je vous ai parlé de la première image qui m'est venue. Le premier texte qui m'est venu, c'était Nadia au téléphone qui raconte ce qui s'est passé avec au Steinberg quand elle a échappé toutes les pistaches et qu'elle s'est sentie regardée par tout le monde et que c'était très difficile. Alors, on sent beaucoup la solitude de nos personnages avec cet élément-là qui fait qu'elles sont souvent seules dans une maison vide et elles cherchent à communiquer soit avec sa belle-sœur, qui elle aussi est occupée de son côté, soit avec ses parents au Liban. Alors, c'est un extrait qui se passe sur Skype. Lumière sur Fanny. On est à Montréal et New York en même temps sur Skype. C'est Fanny qui parle, qui s'adresse à sa cousine, Naïma. Naïma. Tu le sais, c'était un complot. Elle s'était toute mise contre elle dans le temps, puis après ça, contre moi. Toutes les matantes à fourrure, avec leur rouge à lèvres qui dépasse, les boucles d'oreilles en diamant qui scintillent à te faire pleurer des yeux, leurs maudits milliers de bracelets qui font tellement de bruit qu'on s'entend même plus penser. Et puis ça, c'est sans compter leur regard à moitié compatissant, condescendant. Et par en dessous, leurs commentaires.
Tu l'as vue, comme elle est vulgaire? Sa jupe est vraiment courte. On voit la bretelle de son soutien-gorge. Et sa petite culotte? T'appelles ça une petite culotte? D'après moi, elle n'est pas rentrée dormir chez elle. T'as vu comme elle est coiffée? Coiffée? C'est qui ce jeune homme qui la l'accompagne? Jamais vu. Un noir comme sa mère. Charmota. Salopes de racistes avec leurs ongles rouges qu'on dirait du sang dégoulinant. Leurs bagues en or qui chaînent de tout bord, tout côté, jusqu'au plafond de l'église, jusqu'au sourire de la Madone qui pleure, puis le couvercle du cercueil de ma mère. Leurs chaînes en or, leurs montres en or, leurs dents en or, leur sourire en or, leur cul en or, tabarnak, puis leur sac Chanel en peau de larmes de crocodile, leurs bottes en peau de serpent venimeux, leurs souliers à talons aiguilles pour me défoncer la rate et les poumons, pour piétiner le reste d'honneur et de dignité que je pouvais encore avoir à travers mon Niagara de mascara qui coule sur ma blouse, qui était blanche, sur mes genoux serrés, sur mes mains jointes et jusque sur le plancher de l'église bien ciré. Puis après ça, ils sont allés dire que c'était moi qui l'avais tué. Ya haram! Nadia, tu as vu sa fille? Voilà, sans cœur, la maudite pas d'allure. Le pire, c'est que moi aussi, je l'accusais. Même dans ma tête, le mot flashait. On va examiner tout ça. Alors, Talia a fait le tracé de la silhouette de cette photographie. Donc, une photo, du papier calque, un crayon et une feuille blanche. Et là, on a le tracé. OK, d'accord. Alors, elle a fait le tracé. En fait, elle a pas seulement été, quand je pointe avec mon doigt, elle a fait, on voit un peu le tracé des personnages. Très bien. On voit même les têtes, en fait, et tout ça. Et on aurait pu faire aussi juste le tour, et puis on aurait vu comme une montagne, en fait. Mais c'est une façon de regarder autrement, tout simplement. Et c'est ça qui nous intéresse. On peut revenir à la photographie initiale et on va regarder, on va observer les personnages qui se trouvent sur la photo. On va observer aussi le lieu où on se trouve. Alors là, sur votre feuille blanche à côté, je vais vous demander de répondre à des questions que je vais vous poser. OK? Donc, où sommes-nous, d'après vous? Peut-être que vous ne le savez pas, vous pouvez inventer hein, aussi. Où sommes-nous? Dans quel lieu? Qu'est-ce qui se passe? Donc, où sommes-nous? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une action spécifique? Ou qu'est-ce qui s'est passé juste avant? On peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 minute avant la prise de photo? On peut répondre juste quelques mots pour commencer. C'est comme un genre de brainstorming qu'on fait à partir de la photo. Quand tu regardes la silhouette que tu as tracée, tu vois un ensemble de personnes. Dans cet ensemble-là, qui serais-tu toi? Identifie un personnage auquel tu t'identifies.
Puis ça peut être un vieux, une vieille, ça n'a pas d'importance, mais quelqu'un auquel tu t'identifies, ou un jeune ou une jeune, mais est-ce que tu as fait ton choix? Oui. Alors, si tu as fait ton choix, mets-toi à la place de ce personnage. On l'appelle personnage, mais c'est une personne. Mais c'est la même chose. Personnage, c'est une personne. Et tu regardes les gens qui t'entourent avec les yeux de cette personne, de ce personnage. Qu'est-ce que tu remarques autour de toi? Qu'est-ce qui te frappe? Ça peut être juste une chose. Qu'est-ce qui te frappe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe dans les expressions des gens autour de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe dans la lumière, la luminosité qui se trouve autour de tout le monde? Est-ce que quand tu regardes comme il faut ou avec attention, est-ce que tu entends quelque chose qui se dit, une phrase qui se dit autour de toi? Même banale. Est-ce qu'il y a une phrase qui est dite dans le petit groupe de personnes? Et tu fais le tour de ces personnes encore une dernière fois. Est-ce qu'il y en a un ou une avec lequel tu es en contact physique dans la photo? Là, à partir de maintenant, euh, avec en tête toute cette petite exploration que tu viens de faire, disons qu'on s'enligne pour écrire un petit, pour découvrir ce qui se passe dans la tête du personnage que tu as choisi, auquel tu t'identifies. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? S'il a à prendre la parole, qu'est-ce qu'il va dire? Et parmi tous les mots et les petites phrases que tu as inscrites tout à l'heure, tu peux en choisir une qui va te démarrer. Et tu auras 3 minutes pour faire ce premier jet. C'est bon? Oui, Super, super. Ça a bien été? oui, oui, ça a bien été. Puis regarde, j'ai comme fait un... Oui, magnifique, magnifique. hein, Et le personnage que tu as choisi, il est où? il est l'autre côté. Il est ici. OK, OK. Alors, c'est celui qui est le plus éloigné, finalement. OK, et Oui, c'était... est-ce que tu lui as... je n'ai pas demandé de nom, mais est-ce que tu lui as donné un nom? oui, la dame en bleu. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Pascal, de Merci. nous avoir partagé ton univers, de nous avoir parlé de ton texte. Euh, c'est c'est toujours touchant
et plaisant de rentrer dans l'univers de création de quelqu'un. Pour terminer, je voulais te montrer, Talia, un tableau. Je ne te raconterai pas toute l'histoire, mais un tableau de ma maman que j'ai découvert récemment. Un tableau qu'elle a créé en 1965 quand j'étais un bébé, j'imagine. Et ça s'appelle La vie végétative. C'est un tableau qui me touche beaucoup et aussi qui sera sans doute un point de départ pour un prochain projet de création de texte, de théâtre ou pas. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye bye.